Sur O2 Radio et sur webgirondin.com sur laquelle cette émission est diffusée en simultané pour le talk Web Girondin. On se retrouve ensemble pendant 1h30 jusqu'à 22h30 pour parler des Girondins de Bordeaux avec ce soir autour du micro. Il est là avec sa barbe, c'est Gino. C'est ça. Salut Gino. Nico et salut à tous. Comment ça va ? Bien, avec ces beaux matchs qu'on a vus des Girondins dernièrement, on est assez content et on espère que ça va durer. Exactement, il est là lui aussi avec ses avis bien tranchés, c'est Jonathan. Salut Jonathan. Salut, hello everybody. I love America, I am Joe et I love les Girondins de Bordeaux et la victoire. Et elle est là, et oui, une femme avec nous dès le début de l'émission, c'est Élise par téléphone. Salut Élise. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Élise. Est-ce que tu nous entends bien Élise ? Ah, nickel. Je me demandais ce que tu avais foutu parce que j'entendais plus rien, mais c'est revenu tranquillement, comme quoi la patience est une vertu. Exactement, on t'avait mis un peu dans une chambre noire, un peu là, pour que tu puisses un peu méditer avant de parler des Girondins. Tu m'avais mis au frais, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, le programme de cette émission, je vous le donne, elle est assez chargée, ouais, je pense qu'on peut le dire, hein, émission chargée, avec tout d'abord, première demi-heure, tous les quatre, débriefer le tirage au sort de la Coupe de France. Je vous poserai une question sur ce tirage, on parlera de Saint-Étienne-Bordeaux, de cette victoire. Est-ce qu'on est sur une bonne dynamique ? Enfin, est-ce qu'une équipe type se dessine au niveau des Girondins. On parlera également des prises de parole et des interviews de Joe Dagrossa et de Hugo Varela qui ont été publiées pendant cette dernière semaine. J'aurai un petit son à vous faire écouter sur Thomas Basic, un son de Eric Bédoué qui en a parlé en conférence de presse. Attends, il est en vie ? Oui. Putain, il est toujours au club ? Et on compte sur lui. Merde. Enfin, bientôt peut-être. Écoute. Ouais, bientôt, on verra ce qu'il en dit. C'est assez intéressant ce qu'il dit, ça dure 1 minute, donc on l'écoutera ensemble et c'est ce qui nous amènera vers le mercato. On fera un point mercato avec les pistes que nous avons pour ce mercato des Girondins, notamment au poste de latéral droit. On a vu 2 pistes qui sont sorties, puis on parlera Camano, puisque Hugo Varela, qui est le conseiller sportif de Joe Dagrossa, en a parlé dans son interview à 20 minutes. Et enfin, 22h, on recevra Najette Rami, chroniqueuse et spécialiste. Ah, parce qu'on va contre Marseille. Et oui, pour faire l'avant-match OM Bordeaux, match qui se jouera dimanche à 21h sur Canal+. Voilà. Et vu l'état des Marseillais, si on les fume pas maintenant chez eux, on les fumera jamais. Hein. Ouais, exactement. Et justement, elle nous fera un petit peu l'état des lieux de Marseille, où ça va pas très fort en ce moment à Marseille, hein, sur la Canebière. Voilà, donc elle sera avec nous à 22h, de 22h à 22h30. Bon, on démarre. Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui écoutent les podcasts sur webgirondin.com et ceux qui nous écoutent aussi en direct sur O2 Radio, parce que les podcasts c'est assez énorme, les écoutes, encore énormément d'écoutes la semaine dernière, plus de 10 000 écoutes, donc c'est beaucoup. On dit pas que des conneries. Je sais pas, ou alors Ou c'est peut-être pour ça qu'on est écouté justement, c'est par rapport peut-être aux conneries justement. Bah écoute, ça détend un peu, imagine on est des potes, on est autour d'une bière dans un bar et on parle foot. Voilà. Radio Barefoot. Ouais. Voilà. Même si bon, ça nous empêche pas de parler sérieusement, tout en s'amusant. Non, voilà. Bien sûr. Exactement. On essaye. Mais on a le droit de se marrer un petit peu aussi, parce que bon, sinon. Ben oui, tout à fait. Exactement. Alors, tirage au sort de la Coupe de France. Tiens, j'ai envie de vous entendre là-dessus. C'était hier soir, hein, interminable. Hein, groupe D pour Bordeaux. Gino. Attends, il paraît qu'il y avait Carasso. Oui, il y avait Carasso, oui, bon. Continue. Groupe D, Gino. Oui, bon tirage pour Bordeaux. Hein. Déjà match à domicile. Face au Havre. Par rapport à la Coupe de la Ligue où on se déplacera à Dijon. Ouais. Là, pour ce coup-ci, c'est un match à domicile. Face au Havre qui est en Ligue 2. Bon, une équipe du Havre qui est assez régulière, on va dire, ces dernières années, mais qui n'arrive pas à monter en Ligue 1. Donc une équipe où il y a beaucoup de formation derrière. Bon club, le Havre, mais je pense que c'est un tirage assez intéressant qui permettra de lancer l'équipe. Voilà, match qui se jouera à domicile dans le 4, 5 ou 6 janvier. Alors Florian Sabatier me dit que ça sera sûrement le dimanche à Bordeaux. Voilà, c'est possible. Bon, on verra. Le Havre, dimanche après-midi, oui, la coupe souvent. Une sortie de famille. Ouais, voilà. Le Havre, il ventre mou du championnat de Ligue 2, 9e.
Jonathan, ton avis sur ce tirage? C'est un match historique, hein. C'est les deux plus vieux clubs, je crois, de France, il me semble. Donc c'est une petite histoire sympathique. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement on reçoit chez nous. On joue pas un club, voilà, c'est pas un club piège comme Granville l'année dernière. On joue un club 5 divisions en dessous de nous. Là, c'est un club professionnel. Donc ça sera un match, je pense, qui sera préparé différemment, qui sera, je pense, on va dire préparé correctement. Évidemment qu'on est ultra favori pour ce match-là. Si on perd ce match-là, je ne comprendrai pas. Voilà, tout simplement pourquoi on perd ce match. Donc le Havre, effectivement, c'est toujours un bon centre de formation. Il y a toujours 2-3 petites pépites quand même qui sortent de là. Donc il faut toujours se méfier. Il vient pas de là, Pogba? Pogba, non. Si, hein. Pogba il au est départ. passé par Au là-bas. départ, et Il après est il est passé très avant. vite parti à Manchester. Il y a la Sana Mais de base, Diarra, il il y est a eu plus du monde. Havre, Il est très vite parti à Manchester. Ouais, tout à fait. Mais après, voilà, c'est une équipe que j'ai vu jouer, il y a quand même 2-3 petites flèches devant. Et un milieu qui est avec Alexandre Bonnet qui est pas le moins technique Oui, de Ligue 2. Qui joue à Toulouse à une Donc, époque. voilà, donc c'est pas une mauvaise équipe de Ligue 2, attention, mais bon, on est Bordeaux, on est chez nous, enfin voilà. Dont un joueur, la dernière pépite un peu qui est sortie du Havre, on était dessus, hein, c'était l'arrière gauche de Lyon, Ferland Mendy, qui a failli signer à Bordeaux et malheureusement qui est parti à Lyon. Ouais, en effet. Et tu as suivi ce tirage au sort, Élise, hier soir? Non, pas du tout. Sur Eurosport Je 2? savais Non. même pas qu'il y avait un tirage au sort. D'accord. Donc Non, on mais est. je suis honnête, hein. Ouais, ouais. Non, non. Et ce qu'il faut savoir, donc c'était la première fois que je voyais ça en Coupe de France. Il y avait 4 tableaux. 4 tableaux. Alors là, on ne sait pas ce qui arrive. Ouverture du score de Paris. Ah, donc, alors que quelqu'un vient d'entrer dans le studio, c'est les geeks de l'émission d'avant. Et donc sur ce tirage au sort, on avait Paris, on pouvait tomber sur le PSG puisqu'ils avaient classé les équipes par groupe et on avait possibilité d'avoir un Bordeaux-Paris. Bon, ce tirage au sort, toi, Elise, Le Havre, Ligue 2, domicile. Bah, écoute, je trouve ça bien qu'on commence au match Atlantique. Alors combien de personnes il y aura? Vaste débat. C'est tout ce que les Bordelais ont autre chose à foutre le dimanche après-midi, surtout pour un match contre une Ligue 2. Après, c'est un peu dommage parce que tu sais, le charme de la Coupe de France, c'est jouer dans un vrai bourbier, dans un coin perdu face à 2000 personnes. C'est ça la Coupe de France, tu vois. Mais c'est ce qui nous a fait tomber la dernière fois. Donc moi, je sais pas, c'est-à-dire qu'en théorie, tu joues face au Havre, t'es Bordeaux, t'es chez toi, tu dois l'emporter. Sauf que nos dernières rencontres avec la Coupe de France me font dire que avec Bordeaux, tu peux t'attendre à tout. Ça dépend aussi quand est-ce qu'il va être calé, sachant qu'il y aura le match de la semaine dernière qui a été annulé, qui va être reporté à ce moment-là. Est-ce que par miracle, on va passer pour l'Europa League? Enfin, il y a tellement de paramètres. Puis de toute manière, au moment où tu verras la compo, tu sauras ce que les coachs veulent faire. Ouais. Il n'y aura pas de secret. Hein. Ouais, ça sera le premier match de l'année et j'en profite pour saluer les auditeurs sur le hashtag, notamment GDB47. Voilà, ça devient fidèle, hein, GDB47. Il nous dit bien le bonsoir, noble messire. Et Drive qui est là. GDB nous dit tirage très abordable à partir du moment où on joue pas avec un esprit Granville. Il nous dit le Havre, il n'y a plus d'Ibouba, donc ça devrait passer. Ibrahim Ba qui venait du Havre. Vous savez qui a joué à Bordeaux. Voilà. Oui, il y en a eu. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de joueurs formés là-bas. De bons joueurs. Voilà, c'était ce petit point Coupe de France. Hein, c'était l'actualité. De toute façon, on ne pourra pas faire 2 fois la même erreur. On l'a fait contre Granville. Maintenant, on ne peut pas non plus déconner une deuxième fois en 2 ans. C'est pas possible. Pas les Girondins. Voilà. Alors, justement, on reste sur une victoire face à Saint-Etienne. C'était mercredi dernier, comme le match du week-end a été annulé. Et est-ce qu'on peut, donc on a gagné 3-2 dans les dernières minutes de jeu encore. Ça fait en une semaine 2 matchs qu'on arrive à gagner à l'arraché. Est-ce qu'on est sur une nouvelle dynamique? C'est toi, Gino, qui posait la question avant, préparant l'émission. Et est-ce qu'il y a une équipe type qui se dessine? Donc, je te renvoie ta question. Moi, je pense que oui. On parlait de Ricardo il y a quelques semaines et on avait des doutes sur lui. Je pense qu'il est en train de dessiner vraiment un collectif, un 11 de départ. On va y revenir tout à l'heure. Mais au niveau de la dynamique, on sent une équipe qui ne lâche pas sur ses derniers matchs, qui va au bout des choses avec ses difficultés, qui sont quand même encore là. Mais malgré tout, on arrive à avoir les coups du sort un peu pour nous, gagner les matchs à la fin, ne rien lâcher. Donc pour moi, c'est assez positif. On sent que certains joueurs et un axe se dessine à certains postes, notamment dans l'axe central. Moi, je dirais le trio Pablo, Koundé, Otavio, qui pour moi est vraiment un des points forts de l'équipe. Costil est plus régulier, tu l'as dit très bien Nico lors des top flops. Donc je pense qu'on a une équipe globalement
qui revient, qui surfe sur une dynamique qui est bonne, positive au niveau de la confiance. Donc je pense qu'on est sur une nouvelle dynamique, oui. Ben, concrètement, c'est un peu paradoxal. On prenait pas de but il y a quelques temps, on gagnait pas, et maintenant qu'on prend des buts, on en marque plus et on gagne. Donc au moins les matchs sont plus spectaculaires. On a vu quand même en 2 matchs à Bordeaux, on a vu 4 et 5 buts, donc 9 buts en 2 matchs. Donc des deux côtés, bien évidemment. Après, ouais, effectivement, il y a une défense maintenant. On connaît les titulaires en défense, ça c'est sûr et certain. Otavio en 6, effectivement. Devant, on sait qui c'est qui se dégage aussi. Il y a juste au milieu, j'ai l'impression qu'il y a un turnover là depuis. Bon, c'est vrai qu'il y a eu 3 matchs la semaine dernière. On avait à chaque fois un milieu différent. Et je pense que c'était aussi une bonne idée. Plachy, je ne m'attendais pas contre Paris. Il a quand même fait une bonne heure de jeu qui était assez intéressante. Sankaré qui est rentré derrière. Sankaré qui est rentré après contre Saint-Etienne. Voilà, il y a eu des bonnes petites choses. J'ai l'impression qu'ils trouvent certaines bases, en tout cas, au niveau des coachs. Ils ont trouvé certaines bases, un équilibre. Et je pense que le match de Prague a été un vrai déclic parce qu'ils n'ont rien lâché jusqu'au bout, ils ont marqué. Et j'ai l'impression qu'ils sont rentrés un petit peu dans cette optique-là de maintenant. On a raté un petit peu le début de saison, mais on est encore là. Donc voilà, autant en profiter et essayer de faire quelque chose, quoi. Beaucoup de buts dans les 10 dernières minutes, Ouais. hein, quand on fait le bilan. Ouais. Prague, Paris et Saint-Etienne. C'est ça. Et des buteurs différents, des défenseurs qui marquent. On marque sur coup de pied arrêté. Je crois qu'on n'avait pas marqué sur coup de pied arrêté encore avant contre Saint-Etienne. On n'avait pas marqué de la tête. Voilà, c'est ça. Plus. Voilà, il y avait quelque chose comme ça. Voilà. Donc on marque le premier but sur un but décisif en plus, comme ça. Donc c'est que les choses commencent à venir et à rentrer, donc c'est plutôt pas mal. Élise, est-ce que tu as ce sentiment, toi aussi, qu'il y a une équipe type qui se dégage avec une nouvelle dynamique ou pas du tout? J'ai l'impression surtout que le VAR a tourné, tu vois, sans mauvais jeu de mots. Parce que même si on est allé la chercher, parce que face à Saint-Étienne, face à Paris, être mené 2 fois face à Paris et revenir les 2 fois, c'est couillu, hein. Mais on a quand même eu des décisions qui auparavant étaient contre nous, qui cette fois ont été pour nous. Et faut être aussi capable de le reconnaître. Mais de toute façon, dans une période de réussite, tu as toujours aussi une part de chance. Ça, c'est un ballon qui d'habitude fait pleine lucarne, qui là va frapper la transversale. Enfin, tu vois, il y a toujours une part de chance. Après, on prend toujours autant de buts, on prend toujours trop de buts, parce qu'on a quand même encaissé 4 buts en 2 matchs de Ligue 1. Ça fait beaucoup quand même, mais on en marque. Et c'est ça la nouveauté. Ouais, mais c'était des équipes offensives. Ouais. Enfin, ça, c'était Paris et Saint-Etienne. De bonnes équipes. Voilà, oui, mais c'est pas des peines. Je veux dire, il y a quand même quelques petits soucis parce que moi, j'adore Pablo et c'est un monstre. Par contre, si tu regardes le premier but de Saint-Etienne, c'est lui qui fait l'erreur. Comment il regarde pas dans son dos et comment Diony passe. Putain. Mais après, le truc, c'est que je me demande s'il pense pas que Koundé va le prendre. Putain, le mec, il y a une autoroute dans son dos et comment il le laisse passer, ça me rend folle. Ouais, mais... Ce qui m'énerve, c'est aussi qu'on prend des buts parce que les autres y vont, mais aussi on fait des grosses erreurs défensives. Dire, t'as pas le droit de laisser Diony partir, t'as pas le droit déjà de te faire embarquer par Cabella. On n'est pas rentré dans notre match. Ouais, et puis... T'as pas le droit de te faire embarquer par Cabella comme ça, tu le connais. En plus, putain, Cabella, tu lui fais une pichenette, il va se rouler Gino. par terre. Donc voilà. Mais c'est vrai que t'as pas perdu. T'as gagné contre Prague, t'es allé arracher le nul contre Paris. Alors on aura beau dire ce qu'on voudra, il y avait Péno, c'était une équipe bis, ils étaient fatigués, ils avaient joué la Ligue des Champions. Je m'en cogne. D'habitude, même après la Ligue des Champions, ils se collent des fessées à tout le monde. Donc là, tu y es allé, t'as pas eu peur, t'as gagné avec un peu de chance face à Saint-Etienne. Maintenant, il faut confirmer. Après, tu peux faire une erreur aussi dans un match, Élise. Tu vois ce que je veux dire? Pablo, il fait peut-être cette erreur, je suis d'accord avec toi, où il est peut-être pas bon sur le marquage de Diony, mais après, sur le reste du match, il est très bon. Tu vois? Mais je sais pas comment ils se sont accordés avec Koundé sur cette action-là, parce que tu as l'impression qu'ils vont tous les deux au même endroit. C'est ce qui libère l'espace sur Diony. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a eu un manque de communication? Est-ce qu'ils s'attendaient pas? Toute l'équipe n'était pas en place. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À ce moment-là, l'action, il a fait Cabella a foutu le bordel. De toute façon, quand il a pris le ballon, il a foutu le bordel dans les... Et après, Pablo, il ne plonge pas dans son match. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire de certains défenseurs qui seraient en difficulté par rapport à cette action. Et les deux, que ce soit ou Pablo ou Koundé, ils ont fait quand même un bon match pour moi.
Après aussi, il y a un truc, c'est que ce match était quand même assez bizarre. Il y a eu beaucoup de temps mort. On a eu 7 minutes d'arrêt de jeu, je crois, en première mi-temps, parce que Subotic, il s'est fait casser la figure. Il y a eu, je sais pas combien d'actions avec Lavar, Sankaré qui prend un rouge, qui revient. Il y a eu, il y a Youssouf qui s'est blessé aussi à la mi-temps. Il y avait un fou rythme dans ce match. C'était un peu compliqué le match aussi. On avait du mal à comprendre ce qui se passait. On voyait des buts arriver, etc. C'était un peu bizarre le match, concrètement. Oui, c'était un match infernal. Il s'est blessé par Enville, il s'est pas blessé tout seul. Et d'ailleurs, Élise, t'avais fait le live tweet sur Web Girondin de ce match. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que je vois Sankaré qui prend un rouge. Parce que, bien évidemment que la faute de celle-là, elle est absolument dégueulasse. Quand tu revois les images au ralenti, il s'accroche à lui comme une moule à son rocher, quoi. Les maillots de Pumas sont super solides. Mais, peu importe, t'as pas le droit d'avoir une réaction épidermique d'adolescent comme ça. C'est pas possible. Donc moi, j'étais prête à le pourrir Sankaré. Et là, tiens, il y a l'intervention de la VAR. Quoi, la VAR? Comment la VAR? Et là, tu vois qu'il se déjuge et qu'il lui donne un jaune. J'avais jamais vu ça, je veux dire, bravo l'arbitre. Bravo l'arbitre. Pour moi. Non, mais il a reconnu son erreur, mais après, je me mets aussi du côté des Stéphanois. Ça a dû être dur à avaler. Il va falloir s'habituer à ça, je pense. Que ça soit arrivé contre eux. Donc, est-ce qu'il y a une équipe type? Donc, Gino, toi, tu as cité l'axe fort. Costil, Pablo, Koundé, Otavio. Après, est-ce que devant aussi, on peut dire qu'il y a une équipe type, Jonathan? Moi, je disais oui, les trois devant, on sait très bien, c'est Briand, Camano et Caramo pour l'instant. On sait très bien que ce sont les trois qui se détachent amplement, qui sont tout le temps dans les gros matchs, c'est eux. Après, comme je disais, c'est surtout au milieu. Pour l'instant, il y a les ragueurs. Il est plus aussi présent qu'avant. J'ai l'impression qu'il est plus titulaire indiscutable. Sankaré, c'est pareil. Dommage qu'il y ait Youssouf qui soit blessé parce qu'il commençait quand même à prendre un petit peu du galon, mais on voit que physiquement, c'est un peu compliqué encore. Par contre, il y a le petit Chouameni que j'apprécie énormément, qui peut faire un bon petit relais aussi avec Otavio de temps en temps aussi pour faire souffler un peu Otavio. Et puis Placide qui fait ses petits bouts de match de temps en temps. Au milieu, il y a peut-être justement une remise en cause de certains milieux et c'est peut-être pour ça aussi, comme je disais, qu'il y a quand même une concurrence qui s'installe à ce niveau-là. Peut-être que c'est là aussi parce que contre Paris, le milieu n'a pas été mauvais. Contre Saint-Etienne, le milieu a quand même été assez présent quand même. Donc concrètement, je pense que pour l'instant, la seule incertitude, elle est là. Après le reste, on sait très bien les titulaires. Élise, tu partages cette analyse? Le milieu, c'est à peu près le seul endroit que tu peux bouger actuellement. Parce que tu changeras pas Costil. La défense centrale, à moins d'une blessure ou autre, il n'y a pas de raison de les changer. Après, tu peux faire tourner entre Poungé, Sabali, Palencia au rythme des cartons, des trucs, même si moi j'aurais tendance à vouloir Palencia d'un côté, Sabali de l'autre. Devant, tu peux alterner Kalou, Caramo, mais c'est vrai que le truc que tu peux le plus changer, où tu as le plus de possibilités, ça reste le milieu. Donc oui, je suis d'accord. Et je tenais quand même à signaler la passe décisive de Nicolas Depréville qui a tiré un très très beau corner parce qu'il l'a déposé sur la tête de Pablo. Et moi qui gueule parce que ce soit Vada, que ce soit Camano ou autre, je trouve que les corners étaient souvent tirés de façon dégueulasse. Et celui-là, il n'était pas à hauteur de Valbuena, il n'était pas à 2 mètres non plus, il était très bien tiré. Résultat, ça fait but. Comme quoi. Et il a quand même, on peut dire, célébré sa passe décisive. Il a été un peu plus joyeux que lorsqu'il avait marqué quand même. Ah putain, ça fait plaisir. Moi, j'étais contente. Bon. Et très, très contente pour Pablo aussi, parce que depuis combien de temps on espère que ce mec va marquer? Ouais. Oui, c'est comme si le but validait en quelque sorte travail. Tout ce qu'il fait, alors que c'est pas le cas. Bon, c'est pareil aussi pour Koundé qui marque une semaine avant, un but ultra décisif aussi. Il fait les deux centraux, ils nous font plaisir. Qu'est-ce qu'il foutait là, Jules, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il foutait là sur le terrain à ce moment-là du match? C'était la fin du match. On devait gagner 2-0, Élise. C'est pour ça. On devait gagner 2-0. Je sais, mais le mec qui est défenseur central et c'est lui qui limite fait signe à Sabali. C'est le foot. Oui, c'est normal. Moi, je trouve ça normal. Oui. C'est un match de Coupe d'Europe. Il n'a pas calculé, il s'est dit on doit gagner 2-0 et il a été au bout du truc. J'ai envie de dire enfin, on avait perdu l'habitude d'avoir ça à Bordeaux, mais enfin. Non, mais il y a eu 3 bons matchs où il s'est passé des choses, parce que même le Bordeaux-Saint-Etienne, même s'il était bizarre, il s'est passé tellement de choses que ça reste quand même un petit peu dans l'histoire. Le Bordeaux-Prague, c'est pareil. Ça vient un peu plus. Et le Bordeaux-Paris, on est les premiers à avoir mis le stop à Paris cette année. Donc voilà, il y a eu 3 matchs où il y a une petite histoire
à chaque fois, donc ça fait du bien un petit peu tout ça. Le Bordeaux Saint-Etienne, moi j'étais pas tranquille hein, parce que vu comment ça partait en vrille, tu te disais qu'il pouvait se passer n'importe quoi. Ouais. Et Bordeaux. C'est ça qui était prenant. Ouais, mais les faits étaient pour nous, Élise, quand même. Beaucoup de faits contre Saint-Etienne. De blessés, tu vois ce que je veux dire aussi, le goal qui fait la une faute sortie. sur Déjà, Pablo je veux dire, ils ont perdu très vite Subotic qui revenait Aussi. bien et qui s'est fait défoncer par son propre Ben oui. gardien. Voyez, vous qui disiez que s'il il doit être méchant, il doit sortir les genoux devant, hein, à la Lopez. Je suis contente qu'il fasse pas parce que. Non, mais Ruffier, c'est l'extrême. C'est pas le même style de gardien de toute façon. C'est l'extrême. Et ensuite, ils ont perdu Debuchy et c'est vrai qu'il y a quand même un synthé avec Debuchy et un synthé sans Debuchy. Bordeaux, invaincu depuis quand d'ailleurs? Est-ce que vous le savez? Petite devinette. Nice. Ouais, c'est Montpellier. ça. Nice. Je sais plus. 28 octobre et la défaite face à Nice, 1-0 à domicile. Et depuis, on a aligné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs avec 1, 2, 3, 4 nuls. Oui. Et beaucoup de j'ai nuls, la ouais, page qui est c'est ça, bloquée. Voilà. 8 matchs, pardon, avec 4 nuls. Plus que ça même. 1, 2, 3, 4, Non, il y a dû avoir 5 deux nuls. victoires, 7 matchs avec 5 nuls et 2 victoires. J'ai Et arrivé. voilà. Il n'y a pas beaucoup de victoires Non, quand c'est même ça. dans la série. Donc c'est Il pour n'y a ça pas beaucoup qu'on de a buts, encore- je pense aussi. Il n'y a si pas tu enlèves beaucoup de les dernières victoires, semaines. mais les Un fair victoires en play. question sont très rapprochées. Exactement. Ça. Allez, je vais vous faire écouter un petit son de Thomas.